Alors, correction de l'activité concernant les humanistes avec comme question générale, comment écrivains, penseurs et savants ont-ils placé l'homme au centre du monde? Première question concernant l'homme de Vitruve, pardon. L'homme de Vitruve, donc dessin élaboré par Léonard de Vinci vers 1492. Pourquoi avoir dessiné l'homme à l'intérieur de deux figures géométriques? Tout simplement pour montrer que les proportions de l'homme peuvent être étudiées. Vous voyez que l'homme, alors vous pouvez faire l'expérience chez vous, mais peut symboliser un carré de par ses proportions. Alors il me semble que la taille des bras, si vous les mettez de cette manière-là, sont équivalentes à votre taille. Il me semble également que euh, les bras ainsi formés et les jambes de cette manière-là peuvent constituer un cercle. Enfin, là n'est pas le problème, c'est plus de l'ordre de la géométrie. En ce qui concerne l'historien ici, c'est de montrer que l'homme peut être étudié. Avant, l'homme n'est pas étudié. L'homme est tout simplement l'image de Dieu sur terre, donc on n'a pas besoin d'étudier quelque chose que Dieu a fait lui-même. Et bien là, depuis donc le 15e et 16e siècle, on remet en question cette idée que l'homme est à l'égal de Dieu. Non, l'homme est une espèce comme toutes les autres et comme toute autre espèce, l'homme peut être étudié. Deuxième document, l'homme idéal de Castiglione. Que penser de ce programme pour un homme idéal? Alors, ici, vous avez peut-être la définition même de l'humanisme. Un homme, pour l'humaniste, doit être cultivé. Il doit donc pratiquer plusieurs langues, il doit connaître les sciences, il doit connaître la musique également. Donc, l'étude devient ici la pièce maîtresse des humanistes. On va constamment étudier pour développer nos capacités intellectuelles et pour mieux comprendre le monde. C'est ça en fait la clé. C'est étudier tous les champs du possible, qu'il s'agisse donc ici de linguistique, de sciences, de géométrie, de musique. On va tout étudier pour mieux comprendre le fonctionnement de l'homme, mais également de son univers. Vous voyez, l'homme est un sujet d'étude comme un autre. Erasme, qui est peut-être l'un des plus connus de ces humanistes, prince des humanistes, comme il l'est dit ici, question, pourquoi est-il important pour Erasme que les évangiles soient traduits dans toutes les langues? Alors les évangiles, ce sont ces personnages qui ont accompagné le Christ et qui ont par la suite répandu son idéal de vie. Vous voyez, c'est un petit peu euh, tout ce qu'il y a écrit dans la Bible est écrit par les évangiles, et donc c'est une manière d'enseigner la religion à tous les chrétiens. Eh ben, on ne remet pas en question ici la religion, on ne remet pas en question le caractère sacré du Christ. Par contre, c'est dans la lecture de ces évangiles que l'on va remettre en question les grands principes du Moyen Âge. C'est-à-dire, je vous l'avais dit, au Moyen Âge, la messe et la lecture de la Bible se font en latin. Et seuls les érudits, ou du moins seuls les prêtres, les curés, les évêques, les archevêques, tous ceux qui appartiennent à l'Église ou appartiennent à, oui, à l'Église catholique, seuls eux peuvent se permettre d'enseigner la religion chrétienne, puisque ce sont les seuls à pouvoir véhiculer le message de la Bible à travers le latin, puisque la Bible ne peut se lire qu'en latin. Alors ce que Erasme va demander, c'est pourquoi faire lire une Bible en latin, sachant que personne ne parle latin? Pourquoi ne pas la faire parler en français? Pourquoi ne pas la faire parler en espagnol ou en italien? Pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils lisent. C'est le début d'une réforme de la religion. Vous allez comprendre par la suite. C'est un acte d'une importance considérable. À partir du moment où moi, simple mortel, je peux lire la Bible, alors à quoi va servir le curé? Et si le curé ne sert à rien, à quoi va servir l'évêque et l'archevêque et puis même le pape? Vous voyez, c'est le début de ce que l'on va connaître par la suite comme le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça, c'est pouvoir interpréter le message de la Bible sans avoir besoin de l'Église catholique. Vous voyez? Quatrième document, la révolution copernicienne. Alors là, pareil, c'est quelque chose de fondamental pour notre conception de l'univers aujourd'hui. Jusqu'à présent, la Terre est le centre de l'univers. On n'imagine pas autre chose, puisque Dieu
a créé l'homme à son image, il l'a créé au centre de tout son univers. Eh bien, Copernic part de l'étude, par l'étude des astres notamment, par l'étude des différentes rotations planétaires, il en a déduit que non, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Alors pour l'instant, on pense que le Soleil est le centre de notre existence. On va s'apercevoir après que finalement, le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards et des milliards. Mais dans un premier temps, ce qu'il y a de révolutionnaire ici, c'est qu'il va dire que, ben non, la Terre n'est pas le centre de l'univers, c'est le Soleil. Et même si ça peut paraître un petit peu absurde, c'est révolutionnaire parce que l'homme n'est plus le centre de, euh, enfin, comment vous dire, il n'est plus le centre des préoccupations. Vous comprenez ceci? L'homme va être remis à sa place de simple mortel. Eh ben, comme il est remis à la place de simple mortel dans les sciences, eh ben, l'étude de l'univers, lui aussi, va être pensée différemment. Vous voyez? On devient plus pragmatique, on devient moins obsédé par l'image divine de l'être humain. D'accord? Et même le monde dans lequel il vit n'est plus si exceptionnel que ça, puisqu'il n'est plus le centre. Vous voyez? On va rendre ici le concept de cette remise en question. Cinquième document, vous avez André Vézal, anatomiste. Quelle spécialité médicale est ici illustrée? Ah ben, comme on vous l'a dit auparavant, l'être humain va être étudié dans toutes ses dimensions, géométrique dans un premier temps, scientifique de l'autre, linguistique, ici astronomique. Eh ben, il est également étudié de manière médicinale. On va tenter de comprendre le fonctionnement du corps humain pour pouvoir le guérir si besoin. Et enfin, dernier document, une nouvelle approche de la science. Sur quoi la méthode scientifique repose-t-elle? Eh ben, c'est un premier pas vers l'étude des sciences, à savoir celle de l'observation et de la répétition. On va expérimenter, on va observer et ensuite on va établir des résultats que l'on va ensuite confirmer par la répétition. Donc c'est une première méthode scientifique reconnue comme telle. Voilà.